bonjour. Notre présidente s'excuse, mais elle a eu un empêchement de dernière minute. Donc, c'est moi qui ai la tâche de faire l'introduction. Alors déjà, je vous remercie tous d'être là cet après-midi. Au printemps 2003, la Cité de l'Architecture et du Patrimoine lançait le premier concours biennal de micro-architecture. Depuis la 4e édition, nous sommes associés avec l'École supérieure du bois à Nantes, que je remercie pour cette collaboration qui permet d'accompagner les étudiants lauréats à réaliser des prototypes de leurs projets. Le concours Minnie Mouse en est à sa 8e édition. Minnie Mouse est un concours qui invite une jeune génération d'étudiants en architecture, art, design, paysage et ingénieurs à s'engager dans un processus de recherche-action. Cette confrontation pluridisciplinaire nous semble être un facteur de richesse et de diversité de points de vue. L'objectif est de concevoir une petite architecture qui doit faire le maximum. Prouver par l'exemple que la petite échelle peut se décliner en architecture à travers de multiples projets et objets rivalisant d'inventivité et de poésie. L'intitulé du concours cette année est l'Aquabane. Comme vous l'avez compris, il y a le jeu de mots avec la cabane et l'eau, une micro-architecture flottante. On est parti du constat, le réchauffement climatique et ses incidences est extrêmement alarmant, montée des eaux, pénurie en eau potable, disparition inquiétante de la faune et de la flore. Nous sommes témoins d'un véritable écocide. Il devient impératif dans ce contexte mondial d'alerter et surtout de trouver des solutions. C'est l'affaire de tous. Il est urgent de changer nos modes de vie qui offensent la Terre, en cohésion avec l'ensemble des écosystèmes que l'on cherche à préserver pour l'intérêt commun. Le concours Minnie Mouse, pour sa 8e édition, s'engage dans cette réflexion collective pour défendre la nature en partant de la question de l'eau et appelle les jeunes créateurs à donner une réponse architecturale comme un signal d'avertissement, de faire l'architecture autrement. Le colloque aujourd'hui, intitulé « Se jeter à l'eau », a pour but de donner de la matière à penser à nos candidats et nos intervenants sont tous membres du jury, donc très impliqués dans ce concours. Je vais les présenter au fur et à mesure. Je vous remercie et bon après-midi à tous. Alors, la première personne que j'invite, c'est le collectif Les Sœurs Chevalme, Delphine. Donc, avant de... Delphine, il faut monter sur scène et trouver un micro, s'il te plaît. Je te présente le temps que tu montes. Donc, avant de collaborer ensemble et de créer leur studio, les deux sœurs, Delphine et Élodie, ont eu chacune leur parcours. Leur association leur permet d'expérimenter plusieurs pratiques artistiques, la photographie, la vidéo, la sérigraphie, le travail du bois. Leur thématique générale est l'identité, les identités multiples et complexes, issues d'histoires qui s'entrecroisent comme la leur. Elles sont actuellement en résidence au CLEA, Grand Seine, c'est ça ? C'est une Cléa, en fait. Cléa, excusez-moi. Résidence mission. Sur Paris, Grand Seine-et-Oise, jusqu'en 1922, et également en collaboration pour une très belle exposition à venir pour la saison Afrique 2020 au Musée d'art et d'histoire Paul Éluard à Saint-Denis, qui va démarrer en 2021. Alors, nous leur avons confié, pour l'édition précédente, donc sur la question de la fracture numérique, la tâche complexe d'utiliser, de nous dessiner le thème à partir de dessins. Et on leur a redemandé cette année de nous redessiner le thème par dessin. Et comme c'est un concours d'étudiants, il nous semblait très légitime qu'elles nous présentent leur approche d'artistes illustratrices sur ce projet. Donc, Delphine. Merci, Fiona. Très bien, super, je n'avais pas vu. Eh ben, merci beaucoup déjà Fiona de nous avoir proposé cette collaboration. C'est la 2e fois qu'on collabore avec Fiona sur un projet Minnie Mouse. Et du coup, cette année, on a décidé de plutôt faire une recherche plastique, une sorte de traduction plastique sur cette thématique. Et l'idée, c'était vraiment on a démultiplié un peu les médiums. Et du coup, là, on va vous présenter, enfin, je vais vous présenter, parce que ma sœur n'est pas là, je vais vous présenter les recherches qu'on a pu faire cet été, où du coup, on a mixé différents médiums. Donc, ce qu'on voit derrière moi, là, on est plutôt sur une présentation des enjeux politiques sur le thème de l'eau. Là, pour le coup, on n'a pas fait appel à une thématique, enfin, à un médium spécifique. Là, on est sur une série de dessins
du coup plutôt des dessins au feutre délavés. Donc du coup là, l'eau est employée finalement pour altérer le dessin et pour venir comme messager en fait sur cette thématique de l'inondation. Ouais. Là c'est pareil, on est de nouveau sur un dessin qui est réalisé au feutre. On représente une scène quotidienne de famille qui se retrouve en fait plongée dans une catastrophe climatique. Et donc le dessin est lui-même délavé, ce qui fait qu'on a altéré nos dessins volontairement. Donc c'est un peu empirique comme technique. Là c'est un peu une histoire un peu différente, mais je ne sais pas si c'était en 2015 pendant le marathon de Paris. En fait, il y a une femme qui s'était inscrite à ce marathon et qui est venue en fait avec un bidon sur la tête qui était rempli d'eau, où elle racontait en fait que c'était cette distance du marathon était la même distance que beaucoup de femmes en Afrique parcouraient tous les jours pour aller chercher de l'eau potable. Donc c'était bon là pour le coup on est sur un dessin où on n'a pas forcément cherché à faire dialoguer le médium avec l'illustration. Là on est toujours sur le thème de l'inondation, donc on a vraiment essayé de traiter tous les thèmes. L'image est un peu verdâtre, mais en tout cas, c'est une scène qui se passe au Congo, et c'est à partir d'une photographie de Baudouin Mwanda, qui est un photographe congolais. Je ne sais pas si vous connaissez le travail, mais en tout cas, si vous avez la curiosité, il a fait une série justement sur l'inondation au Congo, qui est très récente. Alors là, pour le coup, on change un peu de thématique, on est plutôt sur la question de la pollution de l'eau. Et donc là, c'est un dessin qui a été réalisé entièrement au stylo Bic. Donc le stylo Bic, évidemment, c'est le célèbre stylo en plastique. Et en même temps, la couleur qu'on a choisie, évidemment, c'était le bleu Bic. Donc c'était aussi faire résonner les éléments, enfin les objets du quotidien dont on se sert, qui sont beaucoup fabriqués en plastique, et en même temps qui en deviennent l'objet de l'œuvre. Là, c'est un autre procédé. On est parti en fait sur une bâche, donc les bâches qu'on connaît, qui sont souvent utilisées pour protéger les marchandises. Et donc là, on est plutôt sur la thématique de la migration climatique qui oblige des populations à quitter leur pays pour rejoindre d'autres contrées. Et en fait, on a vraiment un rapport d'échelle entre la technique où c'est de la broderie, en fait, où on est venu faire un dessin en négatif, puisque la mer, on dirait qu'il y avait du noir et du blanc. La mer, c'est le noir, et le fil, c'est le blanc. Alors, en fait, l'œuvre est plus grande que ce qu'on peut voir ici, parce que c'est une photo. Mais en fait, il y a aussi il y a vraiment ce rapport d'échelle entre l'objet plastique, l'objet bâche, et la finesse de la broderie. Donc voilà, c'est aussi des rapports d'échelle intéressants. Alors celle-là est le plus difficile à avoir, parce qu'en fait, c'est un dessin qui illustre plutôt la sorte de fonte de glace, mais en tout cas, plutôt l'idée que des paysages sont en train de disparaître ou de changer complètement. Et en fait, ça a été réalisé avec un blanc de Meudon sur du vert. Et alors évidemment, on a toujours sur ce travail-là, on a beaucoup fait de photos en fait, parce que on n'a pas forcément fait des scans comme on peut faire habituellement sur les projets. Et en fait, là, on avait mis la vitre derrière un fond blanc, donc il y a aussi ce jeu de transparence où le dessin disparaît quasiment. Là, c'est un peu le même principe que l'autre, parce que c'est aussi pareil, c'est aussi un procédé où il y a eu plusieurs étapes. Donc la première étape, c'était de faire un dessin assez illustratif d'un ours polaire sur une feuille noire avec un Posca blanc. Et ensuite, on l'a baigné et on a fait un travail photographique en fait sur ce dessin qui baignait, qui disparaissait avec des reflets. Donc ce qu'on aimait bien en fait dans cette idée-là, c'est que l'œuvre en fait, on peut plus la présenter puisqu'elle a disparu. Mais ce qui est aussi une métaphore finalement de l'ours des espèces qui pourraient être amenées à disparaître par ces changements climatiques. Et là, on est sur, je crois que il y a deux dessins qui sont sur le même procédé. En fait, on est sur un procédé de taille et d'épargne, donc c'est de la gravure en fait, tout simplement. Simplement, on le fait sur une plaque de bois. En fait, pour faire ces deux gravures, on a quasiment enlevé toute la. Donc, en fait, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est une petite plaque de bois où il y a une sorte de couche, une première couche qu'on enlève. Et en fait, pour faire ces dessins-là, on a enlevé énormément de matière sur ce support. Ce qui fait que c'est une manière de dire qu'on a presque dégravé quasiment tout le support. On l'a abîmé, en fait, on l'a érodé pour avoir une impression avec très peu d'encre. Donc il y avait une sorte d'aridité en fait, dans cette technique de venir gratter au point d'abîmer. Voilà, il ne reste plus grand-chose en fait. Donc c'est évidemment le thème de la sécheresse.
Et là, c'est une dernière image, où là, c'est une technique, alors pour le coup, c'est plus personnel, ma sœur ne fait pas cette technique-là, mais c'est une technique, en fait, de suie, donc c'est un dessin à la suie. Donc c'est pareil, c'est un procédé assez fragile, puisque la suie ne tient pas sur le papier, en tout cas, si on passe sa main dessus, le dessin s'efface. Et donc, en fait, pour produire de la suie, c'est une bougie qui en fait, vient noircir la feuille. Donc, évidemment, on est on reprend le thème complètement de l'image, puisque c'est un incendie. Et l'objet initial, c'est une bougie qui vient lécher la feuille. Et ensuite, le dessin est fait au négatif. Voilà, c'est un dessin issu, je crois, d'un incendie en Californie, de l'année dernière. Voilà un peu c'est l'ensemble de ces essais plastiques qu'on a menés. On aurait pu en faire d'autres, hein, mais peut-être qu'on en fera d'autres d'ailleurs. Merci Fiona. Merci Delphine. Donc tous ces dessins seront présentés dans l'exposition qui sera à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Et l'idée, c'est qu'à partir de ces dessins, nos visiteurs puissent comprendre d'une manière globale, sans texte, la thématique qui se pose derrière la question du changement climatique et l'eau. Alors là, maintenant, je demande à Chris Younes de nous rejoindre. Je ne sais pas, Chris, où tu veux t'installer, au pupitre. Donc, Chris Younes, philosophe, professeure à l'ESA, directrice du laboratoire GERFO, à la présidence du réseau international thématique Philo, membre fondatrice de l'ARENA. Chris Younes est également auteur de nombreux ouvrages, comme le dernier en date, Ville et architecture, en débat dirigé avec Alain Mogard. Au travers de ses publications et recherches, elle développe principalement des réflexions entre milieu habité et philosophie. Elle prône l'inter- et la transdisciplinarité afin de questionner la rencontre entre nature et artefacts, patrimoine et création, éthique et esthétique. Chris Younes, surtout, est la présidente de notre jury, on en est très très honorés, et elle a la tâche cet après-midi de nous introduire le thème, bien sûr avec son regard de philosophe. Bien. Merci beaucoup pour cette invitation, et c'est vrai que c'est un grand honneur, un grand plaisir de se confronter à cette idée d'Aquaban, en fait. Alors donc, je vais plutôt travailler avec des mots. Je sais que vous aurez beaucoup d'images, et on a déjà eu des images magnifiques qui nous ont été présentées juste maintenant. Et là, je voulais un petit peu vous faire aussi voyager à travers des mots, parce qu'il me semble que vraiment, pour donner forme, pour habiter et cohabiter, finalement, c'est une grande vigilance aujourd'hui je pense qu'on a tous conscience de cette vigilance qui est éthique, esthétique, politique, dans une période trouble, finalement, de sidération. Et beaucoup de gens, avec la Corona, ont souligné cette idée de sidération. Et c'est vrai que la sidération, elle surgit, elle est prise, parce qu'on est entre, puisque c'est un mot-clé quelque part, c'est le grand mot, je trouve, de ce concours, entre effondrement et hubris. Hein. Cette idée que tout s'écroule, qu'on va disparaître, noyé, brûlé ou autre, mais c'est aussi une hubris qui a eu lieu et qui poursuit son chemin. Alors je vous propose de passer par 3 points, 3 étapes, 3 cheminements. D'une part, l'idée de l'eau vive comme matière d'habiter. Ensuite, cette idée d'utopie d'un deuxième type, peut-être on pourrait dire d'un troisième type, d'un quatrième type, peu importe. Mais c'est vrai que c'est un peu une suggestion que j'avais faite dans le cadre de la revue Urbanisme, qu'on entrait dans une nouvelle génération d'utopie. Et puis, interroger tout ce qui se lance avec ce texte autour et ce mot d'Aquaban tel qu'il a été proposé au concours. Alors, d'abord, l'eau vive comme matière d'habiter, parce que c'est vrai... En fait, dès qu'on parle de l'eau, on va se dire de quelle eau est-ce que nous parlons. Et c'est pas l'eau marchandisée, qui est évidemment la nouvelle norme, puisqu'on peut presque plus boire sans payer l'eau qu'on va boire ou l'eau qu'on va utiliser. Mais c'est l'eau en partage qui est indissociablement, en fait, elle est terrestre, cette eau, elle nous vient c'est un don de la terre, de l'univers, elle est vitale, elle est poétique, elle est politique, et donc cette eau, elle est surdéterminée, si on prenait un terme des sciences sociales. Elle est à la fois sauvage et domestiquée par des dispositifs techniques qui engagent
pour donner à habiter finalement un entrelacement des conditions, des échelles, des matières, des savoir-faire, des valeurs. Et donc cela engage aussi de multiples récits du monde et les situations de la quotidienneté. Parce que c'est vrai que ce qui est très intéressant avec la question de l'eau, c'est qu'elle est au plus près de notre corps, de notre vie, elle est au plus près de notre quotidien, et en même temps, elle engage des récits de cosmogénèse extrêmement importants. Donc cette eau à vivre, elle a suscité des ruses ancestrales, des savoir-faire qui ont été transmis à travers le temps, l'espace, menacés de destruction et d'oubli dans beaucoup de cas. Et si on prend le cas des Kanaks, par exemple, on sait à quel point c'était une technique dans des zones désertiques absolument extraordinaires, donc qui ont été largement écrasées. Et on le voit par exemple en Iran de façon très nette. Alors dans son ouvrage Manifeste de l'eau pour le XXIe siècle, Riccardo Petrella avait fait le constat, il y a une dizaine d'années dans la publication, il l'avait fait bien avant d'ailleurs, que même si l'eau est une ressource rare, et elle est fragile, et qu'elle est vitale, parce que cette idée aussi que l'eau c'est fragile, parce qu'on a l'impression qu'elle est partout, elle est dominante, c'est un élément dominant sur le globe terrestre, il n'empêche qu'elle est très fragile, comme ça a été déjà évoqué. Elle est désormais traitée comme une marchandise et non comme un bien commun. Et c'est évidemment cette inversion qui fait tout le problème. Et ce que Petrella, et c'est pour ça que je souhaitais me référer à son manifeste, c'est qu'il a soutenu que le problème est plus social qu'environnemental. Et donc il va mettre en évidence à quel point, au moment où nous sommes dans des questions environnementales absolument essentielles, mettre l'accent sur l'importance sociopolitique de la gestion de l'eau, mais aussi de l'accueil de l'eau. Comment est-ce qu'on accueille l'eau ? Comment est-ce qu'on est capable de reconnaître l'eau et de l'accueillir en tant que telle, à la fois comme dispositif technique, mais aussi comme dispositif et comme matière poétique. Et donc cette dimension-là, elle est, je pense, très présente dans Aquaban. Aujourd'hui, les eaux et les airs ne sont pas intactes de par les industries humaines. Les cours d'eau ont été aménagés, maltraités la plupart du temps, les sols, les océans pollués. J'insiste pas, mais c'est vrai que c'est quand même c'est le cadre dans lequel on travaille, dans lequel on réfléchit et dans lequel finalement on projette. Et donc il est crucial finalement de regarder tous ces cours d'eau, tous ces lieux d'eau comme dans leur double phase d'écosystèmes précieux dont on découvre à quel point ils sont précieux et complexes, mais aussi de ressourcement existentiel, individuel et collectif. Pour moi, cette idée de ressourcement est très très importante parce que il y a cette idée que c'est pas simplement l'eau est une source, mais elle nous ressource. Et je crois que tout ce qui touche d'ailleurs le rapport à la nature est largement aujourd'hui par tout un chacun et tout un chacune considéré comme une source finalement de ressourcement. Alors l'élémental, d'une manière générale, est une puissance vive qui est liée au secret du vivant. Et en fait, on est dans une période où c'est la question du vivant qui nous intéresse tous. On sait qu'il y a le tournant du vivant dans tous les textes, dans toute la réflexion théorique, philosophique et dans tous les domaines. Mais il n'empêche que l'élémental, c'est une puissance qui... Donc l'eau, l'air, la terre, le feu, ça nous parle des secrets du vivant. C'est cette idée que ça a à voir avec les secrets du vivant, qu'on est loin de connaître, dont on connaît un certain nombre, mais dont on ne connaît pas l'essentiel, certainement. Alors un des grands auteurs français qui a exploré finalement en philosophe et en scientifique cette question, mais surtout on pourrait dire en poète, c'est Bachelard, parce qu'il a, je pense, été un des rares en Occident à traiter finalement la question de l'élément comme des matières primordiales qui ont la propriété de nous relier. Parce que je trouve que ce qui est extraordinaire quand on relit Bachelard, si on l'a jamais lu ou si on le lit, et dont on sait que ce qui pour lui n'était pas son œuvre principale sur les éléments, c'est celle qui aujourd'hui perdure fortement, c'est en fait que c'est une matière, les éléments, la ville élémentale, on peut dire la terre élémentale, elle a la propriété de nous relier. Et de nous relier à plus grand que nous, quelque part, et à plus petit que nous aussi, à nous relier en toutes les dimensions. Et leur imaginaire, comme l'explique Bachelard,
permet de faire corps avec l'univers. Et c'est faire corps avec l'univers, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a un corps, c'est notre corps-univers qui est en jeu. Et c'est aussi de participer à sa totalité vivante. Et cette notion de totalité vivante, participer à la totalité vivante, c'est un grand spécialiste de Bachelard, Vunen-Burger, Jean-Jacques Vunen-Burger, qui précisément le met bien en évidence. C'est un grand spécialiste des amis de Bachelard, etc. Et lui, il met en évidence que c'est une vision holistique. Ce n'est pas du tout un mot de Bachelard, mais ça nous parle aujourd'hui parce que c'est holistique, il y a tout est en jeu, mais c'est aussi dynamique. Et les éléments, c'est dynamique, c'est une matière élémentale, dynamique, qui va ressurgir dans l'écologie contemporaine. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que cette force de l'imagination matérielle, parce que finalement, c'est l'eau, l'air, le feu, la terre qui commandent aux images, à travers l'espace et le temps, et à travers les cultures, c'est quelque chose qui, à proprement parler, est réel, surréel, hyper réel. Mais on va mettre des tas de suffixes, de préfixes au terme de réel. Et ça a une réalité très consistante, aussi consistante que celle qui est d'une autre nature, celle de la connaissance scientifique. Et c'est vrai que Bachelard, il est intéressant parce qu'il a passé sa vie à essayer de faire une épistémologie des sciences, de son temps, de la physique, des mathématiques, beaucoup. Et en même temps, il a été celui qui a réouvert le grand livre, finalement, des images archétypales. Est-ce que dans Aquabane, moi, ça me fait beaucoup penser à des archétypes. Ça n'existe pas, ce mot, il a été inventé. Mais il y a cette idée qu'il y a des images archétypales qui nous viennent de la nuit des temps, du fond des temps, et qui nous parlent des éléments de la cosmicité, et finalement, de la saga de l'humanité, d'une certaine manière. Et donc, cela renvoie à des images premières, présents dans les civilisations pré-industrielles à travers les mythes et les contes, dont on sait aujourd'hui qu'il y a un retour aussi de cet intérêt pour les mythes et les contes. Et un retour aussi des conteurs et des conteuses dans notre civilisation. Alors, Bachelard classe les images selon 5 catégories, et c'est vrai qu'elles sont mobilisées. Et quelque part, je me disais, ah oui, dans les images qui nous ont été présentées, quelque part, on les retrouve un peu. Ce sont les eaux reflets ou les eaux miroirs, celles qu'on a peut-être moins vues tout à l'heure, qui sont telles les lacs, les flaques, les puits, toutes ces surfaces qui doublent les choses, où le monde se mire, et qui sont peu marquées par le mouvement, mais qui, quelque part, c'est le miroir où le monde peut se refléter, où le monde va pouvoir se mirer. Mais c'est assez intéressant parce qu'il y a ce qui est visible et ce qui rend visible aussi quelque chose d'autre que l'eau elle-même. Il y a les eaux courantes, telles les fleuves, les rivières, les cascades, qui disent le devenir. Et cette fameuse phrase, qui reste une énigme quand même d'Héraclite, elle est toute simple, mais quand on essaie de revoir tous les fragments d'Héraclite, on ne se baigne jamais 2 fois dans la même eau. Évidemment, c'est quand même un message qui est vraiment en philosophie marquant, parce que d'une certaine manière, après Héraclite, on a essayé d'arrêter un peu le temps, d'être dans l'éternité, les vérités éternelles de Platon. Et finalement, il a fallu attendre le 19e siècle, ou la fin du 18e, pour que finalement cette question du devenir vienne au premier plan. Ensuite, il y a les eaux maternelles, comme la mer, enfin, les eaux qui donnent la vie, qui symbolisent la naissance et la croissance. Et dans les symboliques religieuses et mythologiques, l'eau est toujours présente dans cette métaphore, quelque part, ou dans cette force-là, dans cette matrice. Les eaux, ils sont considérés comme des forces ambivalentes de création, de destruction ou de purification. Parce que dans tout ce qu'on peut voir sur les eaux, c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui est dans la genèse, mais aussi dans la destruction, mais aussi dans la purification. Ainsi, dans la Bible, dans la Genèse, qui est une formidable cosmogonie sur la création de l'univers, et sa destruction par le terrible déluge dont on a tous entendu parler, quelles que soient finalement nos croyances. Mais ces eaux sont aussi des occasions de renaissance et de baptême, ça aussi, dans toute la tradition chrétienne. Mais il y a beaucoup d'autres récits, et notamment la catastrophe du déluge, mais du déluge qui est lié aux activités humaines.
Et en particulier, on le retrouve dans le récit de Galgamèche, en Mésopotamie, un des plus vieux récits du monde, dont j'ai eu la chance de l'entendre réinterprété par une conteuse récemment à Cerisy. C'était assez magnifique de voir à quel point ce déluge et cette destruction, elle venait aussi de par les activités et la façon de se comporter, le manque d'attention et de respect des humains vis-à-vis des dieux et des divinités. Puis ensuite, il y avait les eaux dormantes. Il y a les eaux dormantes qui ont rapport avec la morte eau. Et on sait à quel point Edgar Poe, Baudelaire, surtout Edgar Poe, ont été vraiment fascinés par ces eaux dormantes, marécageuses, effrayantes aussi. Et puis les eaux profondes, les eaux nocturnes, qui renvoient aux abysses et aux mystères de l'univers. Alors ça, c'était le premier point. Parce qu'évidemment, cette matière d'eau, c'est vraiment une grande question, un grand sentier pour notre époque, et une reprise importante de la question de l'eau. Deuxième point, c'était de profiter de cette occasion pour revenir sur la question des utopies. Et moi, j'aime bien parler des utopies naturo-culturelles, c'est-à-dire de ne pas séparer la nature de la culture. Ça ne fait qu'un, d'une certaine manière. C'est pour ça que c'est des utopies du deuxième type. Alors c'est finalement Ricoeur qui, selon moi, a été un de ceux qui a le plus nettement écrit dans ses travaux sur idéologie et utopie, sur le fait qu'il y a des époques qui appellent l'utopie. Et alors il disait, si je retrouve ma citation, là voilà, « Il se peut que certaines époques appellent l'utopie, je me demande si ce n'est pas le cas de notre présent. » Alors bon, il écrivait ça, oui, dans les années 90, même avant, mais ce qui est sûr, c'est que je pense avec Ricoeur que nous sommes à une période qui appelle l'utopie. Et je pense que c'est une nouvelle période, parce qu'il y a toute dans ma génération, quelque part, il y a eu un peu un rejet de l'utopie, comme une attend finalement à l'heure, quelque chose qui nous empêchait d'agir, quelque chose qui nous empêchait en fait d'exister. Mais je trouve que Ricoeur, il a marqué un point de retournement en disant que le développement de perspectives nouvelles, alternatives, définit la fonction de base de l'utopie. Et donc moi je me dis, si c'est ça l'utopie, le fait qu'on peut développer de nouvelles perspectives alternatives par rapport à un monde qui a été dans l'hubris et dans la destruction, c'est quelque chose d'assez extraordinaire et certainement quelque chose de très important pour les humains depuis que les humains finalement habitent la Terre. Et donc l'imagination, elle est centrale dans cette question-là parce qu'elle a le pouvoir, comme l'a défini Ricoeur, et c'est de très grande actualité, il va dire c'est le pouvoir de la fiction de redécrire la réalité. Alors moi, j'aime bien qu'on insiste sur Ricoeur et la fiction. C'est vrai qu'on a un peu tendance à toujours chercher du côté maintenant des références anglo-saxonnes. Je crois que c'est important aussi de se rappeler que Ricoeur, qui a beaucoup travaillé aux États-Unis, il a été un de ceux qui a beaucoup travaillé sur l'imagination comme fiction de pouvoir de la fiction de redécrire la réalité. Et je trouve que l'architecture, le design en général, participe profondément de ce pouvoir de la fiction de redécrire et, dans certains cas, de refaire, de rebâtir une certaine réalité. Et donc c'est constitutif de l'utopie, et cela permet finalement, comme le souligne Ricoeur, c'est aussi un apport très critique, l'utopie. L'utopie, ce n'est pas simplement une imagination d'autre chose, c'est aussi une critique de ce qui est. Et finalement, c'est la remise en question, comme l'explique Ricoeur, de ce qui existe au présent. Elle fait que le monde actuel paraît étrange. L'ordre qui était tenu pour allant de soi apparaît soudain étrange et contingent. Et l'expérience est celle de la contingence de l'ordre. Telle est, à mon avis, la valeur essentielle des utopies. À une époque où tout est bloqué par des systèmes qui ont échoué, mais qui ne peuvent être vaincus. Telle est l'appréciation pessimiste que je porte sur notre temps, explique Ricoeur. L'utopie est notre ressource. Elle peut être une échappatoire, mais elle est aussi l'arme de la critique. Et c'est très guerrier, son vocabulaire, et j'aime bien cette guerre-là. C'est l'arme de la critique, c'est le pouvoir de critiquer ce qui est, comme allant de soi, comme étant indéboulonnable. Alors je veux quand même rappeler très rapidement, parce que c'est quand même une belle histoire,
le récit de Thomas More, qui a énoncé le mot utopia. Donc vous le savez, on le trouve partout sur Internet, mais quand même, je trouve que souvent, on en prend qu'un petit morceau. Et c'est vrai que utopia, c'est le substantif grec topos, lieu, et on sait à quel point le lieu aujourd'hui est très très important dans le design en général, à toutes les échelles, je dirais, du paysage à l'objet, la question du lieu, et d'un préfixe qui est très ambigu, ce qui donne la force certainement à ce mot d'utopie, puisque c'est U d'utopie, puisque ça pourrait signifier, suivant les origines grecques justement, ou non, ne pas. Donc ça veut dire que c'est un espace qui n'existe nulle part, même si dans le libelle, il se situe aux confins du Nouveau Monde. Donc, et c'est un petit peu quelque part ce qui est proposé dans l'Aquabane aussi. Ça se situe nulle part. Alors, il n'y a pas un site en particulier. Mais ça peut aussi désigner, souvent c'est un peu ce qu'on dit actuellement, on dit c'est eux, c'est bien, c'est bon. Et c'est intéressant, vous voyez, c'est que eux, quand on veut le traduire, on ne sait pas si ça relève du bien, ce qui relèverait de l'éthos, ou, vous voyez, et du bon. Mais il y a quelque chose qui est... est-ce que c'est le bien-être ou est-ce que ça relève d'une éthique? Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Et ça qualifierait un lieu où il ferait bon vivre. L'île engendrée par le roi Utopos, qui n'a pas hésité à couper l'isthme qui rattachait la terre au continent, est un pays imaginaire, comme le dit Thomas More, où règne un gouvernement heureux sur un peuple heureux, tout en étant analogue. Ce thème d'analogie traverse beaucoup la recherche en architecture. Et aujourd'hui, on essaie un peu de se déplacer, je pense, mettre d'autres hypothèses de travail aussi. Finalement, il est analogue au pays dans lequel vit son créateur, mais il est le pendant des tares qu'il y dénonce, puisque Utopia se caractérise par une absence de propriété privée, un partage des biens, une égalité face au travail, un modèle laïque du politique, un affaiblissement de l'État, une grande importance accordée aux vertus. Alors j'insiste là-dessus, parce qu'aujourd'hui on va sortir plein de livres autour des vertus. Ça pourrait être, vous voyez, le discernement, mais là, les vertus que prend finalement Thomas More, c'est la sagesse, le courage, la circonspection, le sens de la justice. Et donc on voit bien que dans cette utopia de Thomas More, finalement, c'est un projet social, politique et éthique. Mais en même temps, c'est quand même un vaisseau qui quitte la terre ferme pour finalement recréer un nouveau monde. Comme s'il fallait la quitter, cette terre-là, dans ce récit. Vous voyez, il coupe l'isthme qui le rattachait à la terre pour voguer, comme un navire flottant. C'est pour ça que je pensais, puisque c'était très important, ce travail sur le flottant. Et donc, c'est finalement, ce qu'on voit bien avec ça, c'est que ce récit, il est quelque part, on peut dire purement spéculatif, puisqu'on pourrait parler un peu comme aujourd'hui, mais il est un spéculatif extrêmement productif, parce qu'il décrit un horizon qui pourrait se concrétiser comme une alternative à un modèle dominant. C'est-à-dire il a une force en tant que tel, c'est-à-dire déjà l'imaginer, c'est une approche critique, mais en même temps productive, extrêmement importante. Donc la négation du local et du milieu naturel a certainement constitué une base des utopies, on peut dire, et c'est le cas de Thomas More, mais c'est le cas finalement de pratiquement toutes les utopies qu'on peut regarder. Elles marquent une farouche volonté de dominer, et elles ont toujours leur double face, on pourrait dire, d'utopie et de dystopie. Parce qu'on se dit toujours que le pire pour une utopie, c'est qu'elle se réalise totalement, quelque part, ou de façon trop directe. Alors c'est pour ça que moi je fais l'hypothèse qu'il y a une nouvelle génération d'utopie, et que cette nouvelle génération d'utopie, c'est une génération d'un autre type, qui finalement part des biotopies, des écotopies, des aquatopies, je rajoutais. C'est grâce à cette sollicitation pour ce concours que j'ai lancé Aquatopie. Je ne sais pas si ça existe par ailleurs sur Internet. Je ne navigue pas beaucoup sur Internet. Et pourquoi c'est très intéressant, ces utopies, biotopie, écotopie, aquatopie? C'est parce que finalement, elles sont attentionnées aux interdépendances de tout ce qui vit.
aux interdépendances de l'élémental et du vivant, aux fragilités aussi, mais aussi à une puissance créatrice incroyable. Parce qu'on voit que la nature, elle a une capacité, une prodigalité à laisser des tas de choses qui, finalement, n'aboutiront pas. Et tout ce qui se fait sur la génétique met en évidence cette puissance incroyable d'essayer des choses qui n'aboutiront pas forcément. Mais je crois que cette nouvelle utopie, elle cherche à explorer des dispositifs, des formes, des méthodes qui seraient des formes de symbiose, de reliance, pour en prendre un mot d'Edgar Morin, comme travail des liens, acte de relier, de se relier, mais aussi de reprise, pour simplement évoquer Schopenhauer, parce que cette question de la reprise au fil du temps, vous voyez, pour moi, au fil de l'eau, c'est au fil du temps aussi, qui est très très important. Alors maintenant, je voudrais aussi, peut-être pour terminer ce deuxième point, je surveille ma montre, il faut me dire stop, sinon je m'arrêterai, même un peu avant, c'est pas grave, mais ça doit aller, à l'ère de l'Anthropocène, qui est renommée parfois Capitalocène. Il y a des grands débats, peut-être que vous les suivez un peu, ils sont très importants et intéressants, étant donné la surexploitation des milieux qui sont dictés finalement par le profit et qui vont entraîner un épuisement généralisé. Le défi, c'est de bifurquer vers des formes de devenir qui seront régénérateurs. Et c'est vrai que cette idée de bifurquer, un thème très cher à Bernard Stiegler, dans un de ses derniers ouvrages, et c'est vraiment cette idée, vous voyez, des nouvelles utopies qui sont en jeu. On ne sait pas quelle forme elles ont encore. Elles existent un peu, il y a des précurseurs. On en a déjà, d'ailleurs, aujourd'hui. Mais il y a des précurseurs. Mais évidemment, ce qui arrive attend aussi beaucoup. Il y a plus d'une manière de faire et de voir. Et donc, avec la volonté de construire une conception du monde qui le lave de toutes les ténèbres et les fantasmagories du Moyen-Âge, en l'organisant et en l'ordonnant selon la règle de la raison, Descartes avait et a amorcé un processus qui devait nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Et c'est vrai que l'alliance, on pourrait dire, d'un capitalisme sauvage avec de la technoscience, quelque chose d'extrêmement furieux et d'une hubris inimaginable. On peut dire qu'à la suite de Descartes, la pensée des modernes n'a eu de cesse de développer une représentation de la nature comme quelque chose, une mécanique automatique qui était rattachée à des lois immuables. C'est ça qu'on regarde. Quand on regarde les modèles, en fait, c'est qu'il y avait un postulat, c'est que c'était immuable. Ouais. Et les lois étaient immuables. Désormais, on sait que ce n'est pas du tout comme ça. La science ne voit pas les choses comme ça. Ni la génétique, ni la physique, ni l'astronomie, l'astrologie. Et donc, ce qui est en jeu, c'est cette fameuse nouvelle alliance qui a été portée par Prigogine, très très importante, puisque ce qui met en évidence, c'est que finalement, la nouvelle alliance, c'est comment s'allient les forces naturelles et anthropiques. Comment l'homme et sa culture, puisque l'homme respire et produit de la culture comme il respire, c'est naturel d'avoir de la culture quand on est humain. Eh bien, c'est comment est-ce que ces forces vont s'allier? Dans quelle mesure elles peuvent être symbiotiques, synergiques? On n'est plus sur comme maître et possesseur de la nature. On est comme allié à la nature. Comme dans les arts martiaux, on va, d'une certaine manière, composer avec les énergies, finalement, du milieu. Donc, à l'encontre d'une pensée abstraite, objectivante, qui a privilégié la séparation du sujet et de l'objet, qui a privilégié l'être plutôt que le devenir, qui a privilégié l'immuable et le permanent plutôt que l'impermanence, contrairement à toutes les traditions antiques et traditionnelles, pré-industrielles. Il s'agit vraiment de transformer à la fois les manières de faire et les manières de penser. Pour moi, c'est lié. Je pense que le faire nourrit la pensée nourrit le faire, et de travailler avec les architectes, ça a été pour moi la grande rencontre de mon existence, dont je ne suis pas encore revenue, et que j'espère bien pouvoir poursuivre, parce qu'en fait, ce qui est en jeu, c'est précisément s'immerger dans la nature et ne pas spolier la nature. Comprendre comment la nature fonctionne, enfin, ce que on fait d'ailleurs tous les inventeurs, pour voler, et certainement pour aussi voir comment les poissons occupent l'espace de l'océan. Mais ce sera finalement
être capable de rendre ce qu'on prend à la nature, et voire même plus, comme le disait Michel Serres, dans le contrat naturel. Pourquoi? Parce qu'on a tellement pris qu'on sait qu'aujourd'hui, évidemment, on a mis en danger les conditions de vie humaines, notamment, et beaucoup d'autres vies non humaines. Donc, j'en arrive à mon dernier point sur l'aquabane. Alors moi, j'aime imaginer que c'est une aquabane synergique entre deux rives. Parce que ce thème de synergie qui m'obsède aujourd'hui comme méthode, et finalement comme méthode en fait de travail, je pense qu'il pose, dire, ben oui, une aquabane synergique entre deux rives, qu'est-ce que c'est intéressant? De quelle rive on parle? De quelle synergie on parle? Quel dispositif inventer pour s'adapter, mais s'adapter pour vivre et coexister en fait. Donc il y a quelque chose d'être ensemble. Donc il y a un nouveau défi assez fort qui, je pense, accompagne ce 21e siècle, ce quart de 21e siècle, ce premier quart de 21e siècle. Alors avec Aquabane, ce concours donc, de micro-architecture, comme ça a été rappelé, finalement, il nous réinterroge sur finalement comment est-ce qu'on va pouvoir flotter avec une aquabane sur un fleuve, une rivière, un lac, dans une baie. Alors, finalement, ça peut être dans beaucoup d'endroits, au fond, plus ou moins près de la terre, mais où quelque part il s'agit de flotter. Alors, moi, ça m'intéresse de me dire, et c'est ce que j'attends dans ce concours, je trouve que c'est très, très excitant, c'est quelles émergences. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette question d'émergence très présente dans le monde du design. Je vois toute la rencontre qui a eu lieu à Lille sur le design était sur ces questions des émergences. Mais pour moi, j'aime bien me demander quelles émergences de mode d'existence. Finalement, l'aquabane, ça va faire émerger quel mode d'existence. Est-ce que c'est chacun pour soi? Est-ce que c'est avec les autres? Est-ce que c'est une arche de Noé? Est-ce que c'est encore autre chose? Qu'est-ce qui est en jeu dans cette fabrique? Alors finalement, comment et quel dispositif, quelle installation pour bifurquer et faire face aux risques et aux menaces qui sont certaines? On sait que la menace du réchauffement climatique, c'est une certitude. On n'est pas personne, même s'il y en a quelques-uns qui peuvent quelque part, il y a un consensus là-dessus, on peut dire énorme. Comment réduire l'empreinte carbone? Comment être frugal? Comment accueillir la biodiversité? Comment être hospitalier au corps, au pauvre corps humain, le petit homme dont parlait Alto, hein, comment être accueillant au petit humain? Comment être accueillant, hospitalier au mode de vie divers? Comment rêver? Lier, alors là, c'est la grande question dans la philosophie, multitude en particulier, comment lier multiplicité, singularité. Et je rajouterai communauté vivante, qui est peut-être plus forte que peut-être ce qui a été fait beaucoup dans toute une approche de la multitude. Parce que ce n'est pas simplement l'interculturel, c'est l'intervie quelque part. Alors dans ce contexte du tournant écologique, quel terrain d'entente porteur d'un commun, d'héritage, de renaissance et d'empowerment? Alors faire aquabane entre deux rives, c'est pour moi prendre la mesure de ce qu'il en est de séjourner aujourd'hui sur Terre, en tant qu'être heureux de vivre et responsable de vivre aussi, puisque les humains ne peuvent pas s'empêcher d'être heureux, même quand ça ne va pas, même si des fois on peut complètement être dans un creux. Hein, la dépression est une grande maladie de notre époque, mais c'est quand même quelque chose, il y a quand même le désir de vie qui nous tenaille. Si on est en vie, c'est que le désir de vie nous tenaille. Mais c'est aussi, finalement, la capacité de séjourner et de repartir. Parce que flotter, évidemment, c'est quelque part ne pas être complètement immobile. C'est pouvoir s'arrêter, certainement, mais aussi être en mouvement. C'est produire et partager, c'est limiter et prendre soin. Bref, c'est possibiliser. Et c'est vrai, qu'est-ce que ça va possibiliser comme mode d'existence? Alors c'est autant de facettes fictionnelles, de ménagement synergique, de métamorphose pour faire installation humaine. C'est un chantier d'interférence, de transmission, d'échange, de récit, de recyclage, de réemploi, de coévolution. Vous voyez, la coupe est lourde. Et
Et parce qu'on vit dans un milieu de relations, de co-rythme vraiment cosmique, dont on a conscience aujourd'hui, quand on connaît turbulences des océans. Enfin, c'est très impressionnant de voir des représentations un peu de tout ce qui agite un monde qui a l'air calme comme ça, immobile. Donc c'était tout le temps, vous voyez, dans un mouvement extraordinaire. Alors, je voudrais, pour terminer, dire que finalement, dans cette micro, dans ce qui pourrait être mineur, comme l'a très bien montré Deleuze, c'est le mineur qui est majeur. C'est qu'on a besoin de petites choses pour transformer finalement, et ça transforme parce que tout est en synergie. Donc comment finalement rebondir, comment contribuer par des scénarios, par des dispositifs, par des installations, à des rebonds, à des rejaillissements joyeux. Parce que j'aime bien dire rejaillissement plutôt que résilient. C'est la même chose finalement. Quand on regarde bien ce que veut dire résilient, on va voir rebondir, rejaillir. Mais des rejaillissements qui seraient joyeux. Parce que ce que j'aime bien dans Aquabane, c'est que c'est aussi comme dans Cabane. On redevient un peu enfant aussi, quand on parle des cabanes. On redevient un peu capable de rêverie, comme nous y invite Bachelard. Et finalement, ça serait des lieux, c'est un peu comme si ces lieux, ces petits lieux de rien du tout, qui nous font rêver, ils vont nous donner des capacités à résister et à faire advenir quelque chose. C'est pas simplement résister, c'est comme le disait Deleuze, résistance et création. C'est résister pour faire advenir quelque chose. Vous voyez, je suis très très loin du nihilisme passif qui faisait peur à Nietzsche et qui, pour moi, me terrorise aussi. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est englouti devant. Alors, tout ce qui peut nous faire rêver, nous faire voyager, nous rendre heureux, est extraordinaire. Alors voilà, ma dernière phrase, je l'avais écrite en disant que... Parce que, en fait, je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce qui est vraiment en jeu dans tout ça? Et je me dis, sans la ressource de l'immersion, mais l'immersion dans la vie de la Terre. L'immersion au sens dont parle Clément, pas au sens d'être noyé. Puisque finalement, ce concours fait qu'il n'y a pas d'immersion dans un in situ, dans un lieu, dans une position déterminée, dans un terrain. En général, je pousse à ça maximum, en disant... Mais finalement, je me suis dit, mais alors, qu'est-ce qui est en jeu là? Quel va être le potentiel si on sort du lieu, comme dans l'Utopie de Thomas More? Moi, je pense qu'il y a un potentiel performatif assez extraordinaire. Et c'est la question de l'antre. Cette question de l'antre qui a été largement ramenée en philosophie, déjà dans la philosophie, on peut dire occidentale, avec des gens comme Deleuze et Guattari. Et je voudrais terminer avec Guattari, parce que Guattari, dans les 3 écologies, et c'est un livre que je vous invite à lire, parce que c'est un livre qui n'est pas si vieux que ça, mais très très vieux quand même aujourd'hui, puisqu'il a déjà, je sais pas, c'est sorti dans les années 70, vous voyez, il a au moins déjà 50 ans, donc c'est très 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 vieux. Finalement, lui, il cherche, c'est faire tenir ensemble l'environnemental, le social et le mental. Oui, c'est c'est l'espace mental, mais c'est pas que le mental, c'est un mental qui est pétri de social et d'environnemental. Et donc je pense que c'est amorcé par Félix Guattari, qui était un grand résistant, un grand inventeur. Et ça devient une source d'envol, de désir, pour finalement une relance d'un imaginaire collectif, mais au sens de possible collectif. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Chris, je pense que ton intervention va vraiment ouvrir une pensée et des références pour nos futurs candidats. Et leur donner envie, j'espère, de participer et d'aller au plus loin de tous ces possibles.